Émission spéciale sur Alliance 92 avec le général de corps d'armée Richard Ravalman, secrétaire d'État en charge de la gendarmerie. Ce vendredi 21 février à 18h40, rediffusion ce samedi 22 février à 11h. Chers auditeurs et auditrices d'Alliance 92, sujet de ce jour, la sécurité. Pas n'importe quelle sécurité, mais c'est la sécurité proximative, mais également territoriale, si l'on puisse dire. Et l'on reçoit le général Ravalman. Bonjour à vous. Bonjour madame, bonjour chers auditeurs. Vous êtes sur tous les fronts. On vous voit partout, on voit la gendarmerie partout, d'une région à une autre, du sud au nord, à l'ouest, à l'est. Et tout cela avec une grande conviction et une discipline, mais tout compte fait, on sent encore qu'il y a des cas où on arrive trop tard, des cas où on arrive à temps, où parfois vous êtes même informé à travers Facebook, les réseaux sociaux. Pourquoi ? En fait, pour la gendarmerie nationale, c'est que nous sommes en charge de la sécurité en milieu rural. Et comme vous savez, en milieu rural, il y a l'enclavement des zones chez nous, il y a le retard des alertes. C'est ça le problème qui se pose, mais en parallèle aussi, il y a le problème de moyens pour l'intervention des gendarmes. Nous essayons dans la mesure du possible d'être plus proche des zones d'insécurité. C'est pour cela qu'on avait mis en place des postes avancés ou des postes fixes de gendarmerie. Normalement, ça ne devrait pas exister, ces postes avancés ou postes fixes de gendarmerie, parce que l'unité la plus élémentaire dans la gendarmerie, ça devrait être une brigade de gendarmerie au niveau d'une commune. Mais jusqu'à maintenant, nous n'arrivons c'est à peu près 30% des communes qu'on arrive à couvrir avec les brigades. Est-ce dû à un manque d'effectifs aussi quelque part? Il y a le problème d'effectifs, il y a aussi le problème d'infrastructure, le problème de moyens, mais il y a quand même aussi une part de responsabilité de nous, les responsables de la gendarmerie, parce qu'il y a une concentration anormale dans des zones. On se répartit déjà les zones entre la police et la gendarmerie, mais quand même, pour diverses raisons, il y a des gendarmes qui se concentrent dans les villes, dans les états-majors et même dans les départements ministériels. Moi, je peux vous dire que la gendarmerie est la plus sollicitée pour servir dans les institutions. Pourquoi ? En fait, pour la gendarmerie, le gendarme, c'est un soldat de la loi. Donc, on a un minimum de connaissance des conséquences d'une infraction de la loi pénale. Donc, on se met du côté de la loi dans la mesure du possible. Les autorités apprécient ça. D'un autre côté aussi, il y a des autorités qui profitent de l'état du gendarme, parce que c'est le gendarme qui se trouve un peu partout pour ne pas être inquiété en cours de route. Mais quand même, le côté positif qu'on peut évoquer, le gendarme est, dans la plupart des cas, sérieux. Le gendarme, il sait écrire, il se conforme à la loi. C'est pour ça qu'on est très sollicité. Et ce que j'ai voulu te dire tout à l'heure, comme il y a cette concentration anormale de gendarmes en milieu urbain, en milieu rural, moi, la première chose ça a été déjà comme ça, mais que j'ai redynamisé, c'est de envoyer, on appelle ça décongestionner les effectifs dans les états-majors. Moi, j'ai dit, non, on veut plus de concentration normale de gendarmes dans les états-majors. Pour les ministères, institutions, moi, j'ai dit, il y a quand même un délai limite de détachement du gendarme. Ceux qui sont à plus de 6 ans de détachement, moi, j'ai dit, non, vous réintégrez la gendarmerie nationale. Et moi, je peux vous dire qu'il y avait même un chauffeur du Premier ministre actuel qui a dû réintégrer la gendarmerie dans ce cadre-là. C'est ce que nous essayons de faire. Et en plus, on a redynamisé, comme je vous ai dit tout à l'heure, la répartition de zones entre la police et la gendarmerie.
Donc on essaie de se concentrer dans notre zone de compétence. Oui. Et là, il y a quand même des mesures d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement, moi, la mesure d'accompagnement que j'ai adoptée, c'est que je favorise les gendarmes qui travaillent dans la gendarmerie. Avant, les gendarmes qui travaillent surtout dans les zones rouges, qui sont normalement de la compétence de la gendarmerie, ils ne veulent pas y aller. Parce que là-bas, les conditions de vie sont précaires, les conditions de travail sont mauvaises, il y a la séparation entre les membres de famille. Et moi, ce que j'ai adopté maintenant, même pour les questions d'indemnité, ils n'en bénéficient pas. Pour les questions de stage, ce sont ceux qui travaillent en ville, qui jouissent de ce privilège. Donc moi, ce que depuis que j'étais devenu secrétaire d'État chargé de la gendarmerie, j'ai favorisé les gendarmes qui travaillent dans les zones rouges. Comment? Lorsqu'ils travaillent dans les zones rouges, donc moi j'ai dit, vous allez y rester 3 ans. Après 3 ans, vous pouvez choisir le poste que vous voulez après. Parce que nous, on a quand même, on s'est organisé. Voilà les postes disponibles chaque année. Donc, vous pouvez choisir les postes que vous voulez lorsque vous avez fait 3 ans dans zone rouge. Si vous voulez quitter les zones rouges. Hein. Après 3 ans. Parce qu'il y a autre chose. Moi aussi, donc, après, j'ai pris les dispositions comme quoi ceux qui travaillent dans les zones rouges, pas dans les zones rouges, mais lorsqu'ils ont fait un acte de bravoure, ils bénéficient de ce que nous appelons prime de bravoure. Au début, c'était moi qui avais donné de l'argent pour ça. 5 millions par-ci, 10 millions par-là. Mais quand le président était au courant, il y avait un moment où lui-même et le Premier ministre avaient donné de l'argent. Pour le cas de Petsbouka, par exemple, où on avait beaucoup de résultats. Et après, on a intégré ça dans le budget de la gendarmerie nationale. Et ça a donné le redynamisme. Oui, ça a donné une motivation aux gendarmes pour travailler dans les zones gendarmerie. Et il y a aussi ce que nous avons appelé la bonification d'ancienneté de grade. Là, il y a déjà environ 12 gendarmes qui ont bénéficié de bonification d'ancienneté de grade. Non, ça c'est grade exceptionnel, les 12, mais c'est de l'ordre d'une trentaine ceux qui ont bénéficié de bonification d'ancienneté de grade. Ce que je veux dire pour bonification d'ancienneté de grade, ils ont fait un acte de bravoure et après il y a une commission qui étudie, on va lui donner combien d'années, de mois de port de grade. Ça varie de 3 mois à 9 mois. Et ce que j'explique toujours aux gendarmes, vous êtes dans une zone rouge. Une fois vous avez fait un acte de bravoure, c'est 3 mois minimum. Et imaginez quand c'est vraiment une zone rouge, en l'espace en une année, il y a 5 accrochages avec des gens, avec des malfaiteurs. Donc vous bénéficiez de 15 mois d'ancienneté de grade. Wow. Et là, vous allez dépasser tout ce qui travaille dans les états-majors qui en ville, quoi, parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir des primes des bonifications d'ancienneté de grade. Et ça commence à marcher. Là, les gendarmes commencent donc à aller dans les zones rouges. Et c'est pour cela que on commence à couvrir à peu près les zones gendarmerie. Entre-temps aussi, on avait créé ce qu'on appelle le centre d'acquérissement opérationnel. Il y a, chaque année donc, mais on va demander à ce que ça soit augmenté, il y a 1200 gendarmes qui sortent de l'école de gendarmerie d'Amboust. Et à leur sortie de l'école, ils sont concentrés par centaines dans les zones rouges, dans ce qu'on appelle les centres d'acquérissement opérationnel. Et là, ils travaillent pendant 1 an jusqu'à ce que leurs jeunes qui sortent de l'école après viennent les relever. Les relever. Oui. Ouais. Et c'est pour cela qu'on arrive à peu près à couvrir les zones. Ça ne fait que commencer. On a encore des problèmes d'ordre matériel et autres, mais je pense que d'ici 1 an, on aura une vitesse de croisière pour régler ce problème-là. Oui. Alors, sans pour autant comparer aux autres pairs, mais on sait comment ça se passe au niveau donc des écoles pour les militaires. Mais la gendarmerie, c'est comment? Quelle est la différence
On parle de sécurité, on parle de force, on parle de mental, mais quelle est la spécificité pour la gendarmerie si on arrive à trouver 1200 élèves par an? Pour la gendarmerie, vous savez, lorsqu'on fait le concours, avant c'était à un niveau de diplôme de baccalauréat, 1,70 m. Donc avec les conditions physiques nécessaires demandées, avec enquête de moralité aussi. Moi, quand je suis devenu secrétaire d'État chargé de la gendarmerie, comme le gendarme est appelé à mener des enquêtes, à côtoyer des hautes personnalités des étrangers, moi j'ai dit non, le diplôme de BEPC, c'est plus suffisant. On a donc opté pour un diplôme de baccalauréat depuis cette année, depuis l'année dernière pour le concours élèves gendarmes. Mais on a quand même réduit parce que nous sommes de petites têtes malgaches, on a réduit à 1,68 m. D'accord, mais je suis pas encore parti. Et donc pour la formation, il y a la formation militaire proprement dite, l'aguerrissement dans les écoles, mais il y a aussi la formation juridique, si on peut appeler comme ça, la formation du gendarme, donc pour assurer la mission de police judiciaire, la mission de police administrative. Oui. Et les femmes dans tout cela oui, on suit la même. Il y a, sur les 1200, il y a 120 femmes. Ah oui, quand même, c'est 10%. Mais, oui, mais pour le moment, on ne peut pas parler de parité dans la gendarmerie, parce que c'est une mission dangereuse. Ouais. Dans les zones où c'est vraiment isolé, on ne peut pas se permettre d'envoyer des femmes là-bas pour le moment. D'accord. Alors, vous avez dit des cas dangereux. L'on sait pertinemment que les DAL courent toujours sur le territoire. Et parfois, on arrive à les stopper. Parfois, on a du mal, mais on suit toujours les traces. Et là, on parle d'otages aussi, des villageois. Comment la gendarmerie vit cela? Tout d'abord, moi, il avait déjà si on appelle ça directive politique du président, au début de son mandat, il avait dit que la peur doit changer de camp. C'est l'état final recherché que demande le président. Et pour nous, donc, notre état final recherché à partir de ça, c'est que on va créer un climat d'insécurité aux malfaiteurs, à leurs complices, et au sein de notre entité, aux gendarmes, délinquants, criminels. C'est notre objectif actuellement. Pourquoi? Parce que si on a des problèmes de règlement, des problèmes de sécurité, c'est que il n'y a pas de coopération du côté de la population. On a peur de représailles des malfaiteurs. C'est normal, non? Oui. C'est normal, mais pour moi, en tant que militaire, c'est pas normal. Parce que les malfaiteurs, ils sont en peu de nombre par rapport aux villageois. Moi, si on est un jeune au village, et il y a 5 hommes qui attaquent, moi je suis désolé, les 20 hommes devraient battre les 5 hommes. Parce que les 20 hommes, ils connaissent le milieu, le terrain, oui. Donc, c'est pas normal. Mais moi, j'appelle pas moi aussi, c'est mon problème, hein. Moi, j'appelle pas la population à se battre contre les malfaiteurs. Parce que c'est notre mission de nous battre contre les malfaiteurs, mais pas aux villageois. Mais seulement ce que nous demandons aux villageois, c'est de nous donner des informations. D'abord, nous alerter suffisamment à temps. Parce que les malfaiteurs, on les connaît. Ils interviennent lorsqu'ils vont attaquer. Il y a des indices. Donc la population connaît que il y a quelque chose d'anormal, il y a un étranger qui arrive, il y a un va-et-vient normal. Mais si on nous alerte suffisamment à temps, on peut intervenir. Le cas échéant, si les malfaiteurs sont déjà partis, on peut nous orienter. Mais ce qui se passe, c'est que les habitants n'osent pas collaborer avec les malfaiteurs. Moi, je peux vous citer un exemple quand on était à Isandre, Mazori, Vissandre. C'est une commune. Mais avant, donc, même les forces de l'ordre n'arrivaient pas à entrer dans la commune. Parce que c'est totalement dominé par les DAL. Moi, je peux vous dire que il y avait le roi André Manal qui était là.
Mais ce sont les descendants du roi Henri Manal qui étaient parmi les malfaiteurs. Ah d'accord. Les bandits. Donc, là, on avait dit, ça ne devrait plus exister une zone où les malfaiteurs, où les gendarmes, les policiers ou l'armée ne peuvent pas entrer. On a fait le forcing, on a pu entrer dans la localité. Et là, il n'y avait aucune coopération de la population. Finalement, on avait dit que pourquoi? Parce on avait expliqué que lorsque on parle avec vous, le soir, le lendemain, lorsque vous êtes parti, on fait des représailles jusqu'à faire des viols sur des enfants. Sans parler des meurtres, des violences et sévices, quoi. Et c'est pour cela que moi je dis que la population devrait collaborer, devrait avoir confiance en la gendarmerie nationale pour que les questions de sécurité. Autre problème qui se pose, ça ne dépend pas seulement de la gendarmerie, le problème de sécurité, parce qu'il y a ce qu'on appelle le système de sécurité. Il y a la gendarmerie qui pourrait bien faire sa mission. Mais après, il y a le tribunal. Oui. Et peut-être que le tribunal va bien faire son travail, mais il y a aussi l'admission pénitentiaire. Donc c'est tout le système qui devrait donc faire des efforts pour régler ce problème de sécurité. C'était pas parfois aussi quand même la grande frustration de la gendarmerie quand vous faisiez vos efforts et le lendemain on retrouve le délinquant ou Non, nous essayons de... C'est ce que moi j'appelle la loyauté envers soi-même, quoi. On peut se dire que il y a quand même des failles dans notre procédure. Il y a peut-être une faute de notre part. Je veux dire, pourquoi ne pas avoir parlé directement avec le magistrat? Pourquoi est-ce que vraiment le dossier qu'on avait établi, ça tient bien le dossier? Parce que le magistrat, il est dans son bureau. Et on amène le dossier, parfois, la victime ou les témoins n'osent pas venir. Et s'il n'y a pas de victime, s'il n'y a pas de témoins, mais seulement des déclarations, c'est normal que le magistrat pourrait relâcher le malfaiteur arrêté. Donc tout cela, on est en train de résoudre avec les ministres concernés. Actuellement, ce jour même, il y a une réunion des chefs de cour du ministère de la Justice à l'école nationale de ENMG à Tsarlalan, et on est en train d'essayer de régler ces problèmes-là. On va travailler en étroite collaboration, la justice, la police, la gendarmerie et même l'armée, qui va donner un coup de main aux gendarmes et aux policiers dans le règlement de ce problème d'insécurité. Ouais. Tout compte fait, sécurité intacte, bonne sécurité, c'est l'objectif. C'est ça. Oui, alors tout dernièrement, ce qui s'était passé du côté d'Ambilbé, c'est quand même assez triste si on parle de vie sociale, étant donné, mais votre manière, votre approche ce jour-là était tout autre. Vous savez, moi, ma vision, c'est que moi, j'essaie de comprendre le citoyen. Même si on dit que les vindictats publics, c'est sauvage, c'est pas normal, on essaie de comprendre pourquoi on fait recours à une vindicte publique. À qui la faute? Je parle toujours de ça, de question de loyauté. On ne peut pas se dire que on a toujours raison, que ce sont les autres qui ont toujours tort. Mais quand on était à Mbilbé, moi j'ai dit non, on devait trouver un moyen de régler ce problème-là. Ce qui s'était passé à Mbilbé, c'est qu'il y avait le monsieur là, son surnom c'est Mène. Il était arrêté à Noussibé en 2013 pour meurtre. Il a recouvré la liberté. En 2017, il était arrêté par la gendarmerie pour meurtre à Mbilbé et il était relâché. C'est un récidiviste. Je sais, oui. En 2018, il a commis un viol suivi de meurtre et il était relâché. Et là, en 2019, il était attrapé encore, tuer une femme enceinte, enlever le bébé dans le ventre, couper les membres de la femme, avec barbarie. Et là, la population voulait faire une vindicte publique. Ça suffit. Oui, ça suffit.
Et là, il y a quand même une mauvaise approche, si on peut dire ça. C'est que là, on a voulu donc protéger à tout prix le monsieur. Et on avait dit que on a fait des représailles en quelque chose sur la population. Moi, j'ai dit, quand on était allé là-bas, c'était encore l'échauffourée. Moi, j'ai dit, non, on devrait raisonner la population. Et effectivement, quand on avait rencontré la population, moi, je peux vous dire ce que j'avais fait. On avait mis des obstacles sur notre route pour aller entrer au lieu de rencontre. Il y avait une foule qui était hostile. Qui vous attendait aussi. Oui. Et moi, ce que j'ai fait, moi, j'étais avec un pistolet. Moi, j'ai enlevé devant tout le monde le pistolet. J'ai donné à un gendarme. Et moi, j'ai dit, restez là, je vais aller seul affronter la population. Et j'étais allé discuter avec la population. Après, on avait parlé, qu'est-ce qui se passe? Ils ont demandé à faire une vindicte publique. Là, ils ont demandé à ce qu'on amène le monsieur là. Moi, j'ai dit, attendez. Le problème, c'est que nous sommes là pour protéger la population. Donc, vous, si vous allez procéder à ça, là, je ne peux plus vous protéger. Parce que nous, même nous dans la gendarmerie, il y avait déjà une accusation de la gendarmerie de faire des exécutions sommaires, exécutions extrajudiciaires par l'organisation des ONG à Genève le 19 juillet 2019. Donc nous, on était déjà accusés de ça. Oui. Mais là, on accepte. Mais le problème que j'ai, le fait que j'ai exposé à la population, on avait 8 gendarmes qui avaient attrapé des Dahalu, qui ont tué 5 gendarmes à Ambat-Finanran, en Burputi Ambat-Finanran, en octobre 2018. Je ne sais pas ce qui s'était passé dans la tête des gendarmes. Ils ont emmené les malfaiteurs sur une place publique. Ils ont coupé les oreilles, coupé la tête et tué par arme à feu en public. Parce qu'ils ont perdu leur père. Oui, mais là, c'est peut-être pas un problème. Le problème, c'est qu'il y avait un gendarme qui avait filmé la scène. Et moi, donc, j'étais pas au courant. Mais c'était seulement au mois de mars, au mois d'avril, que on m'avait signalé. Il y a un ami sur Facebook qui m'avait dit, Monsieur le ministre, même si on ne se connaît pas, je vois les efforts faits par la gendarmerie pour préserver la sécurité. Ça va vous porter préjudice si on va diffuser ça sur Internet, sur Facebook. Parce qu'il y avait un monsieur qui avait dit, je vais publier ça sur Facebook. Et c'est moi qui avais stoppé le monsieur, qui avait empêché le monsieur. On va en parler au général Ravalman. Il m'avait envoyé le film. Moi, j'ai dit non. Même si ce sont des gendarmes, même si ce sont des malfaiteurs qu'on avait fait tuer, moi, je fais ouvrir une enquête et les gendarmes sont en prison. Il y a 8 gendarmes en prison. Et c'est ce que j'ai expliqué à la population d'Ambilbé. Oui. Vous voulez même des gendarmes qui sont nos gendarmes, qui ont des armes, là ils sont en prison. Vous voulez aller en prison pour un malfaiteur, alors que nous vous garantissons qu'il ne sortira plus jamais de la prison. Et là, ils ont commencé donc à être raisonnés un tout petit peu. Il y avait encore ceux qui ont élevé les voix. Moi, j'ai dit, allez, venez, approchez. Donc, approchez, venez ici. Et là, si vous voulez, si vous êtes d'accord, on va aller prendre le monsieur. Et moi, c'est moi qui vais vous prendre en film. Et vous allez savoir ce qui va se passer après. Et là, ils ont commencé à avoir peur. Ils ont dit, donnez-nous garantissez-nous seulement qu'il ne va plus être remis en liberté comme auparavant. Et moi, j'ai dit, et c'était en quelque sorte quelqu'un de natif de la région qui avait dit ça, il faut transférer le monsieur à Tsiafa. Là, ça va... Ça nous rassure plus. Oh, oui. Et là, on avait amené, entre nous, donc, on avait utilisé un petit avion Cessna quand on était à Noussibé, quand on était à Mbilbé, mais nous, on avait embarqué, on n'était que 3 dans l'avion, hein. Mais nous, on avait embarqué le monsieur, un criminel, un psychopathe avec nous. Ouais. Tout le monde avait eu peur. Ah, vous allez être dans l'avion avec... Moi, j'ai dit, attendez, moi, je suis quand même un militaire, lui, il n'est qu'un bandit. Oui, alors, tout compte fait avec cela, c'est que l'arme
pour autant ne doit pas toujours servir. C'est la manière de négocier, la manière de communiquer. C'est ça aussi qui compte avant tout, avant de passer à l'acte, aux armes et tout cela. Mais il y a une autre situation, c'est aider la population. Vous l'avez effectué lors du passage du très mauvais temps ou du côté de Majinga où pratiquement il semblait que tous les gendarmes dans les camps étaient sur terrain pour sauver des vies. C'est une autre mission, ça aussi, non? Ça fait partie de notre mission. Il y a une note de service qui date de 1969 qui donne donc des ordres aux gendarmes tout d'abord de renseigner les autorités en cas de cataclysme, de secourir et de protéger. Ce sont des missions de la gendarmerie, donc depuis. Les gendarmes, donc, ils sont appelés en cas de cataclysme à prendre des initiatives dans l'immédiat. Mais quand même, il y a des gendarmes qui ne prennent pas conscience de l'exécution de cette mission, comme c'était le cas à Manour dernièrement. Ah oui. Et nous, on avait sanctionné sévèrement les gendarmes qui n'ont pas pris les dispositions nécessaires pour exécuter ces missions de la gendarmerie en cas de cataclysme naturel. Vous êtes très présent, la gendarmerie, sur Facebook? La gendarmerie? Oui. Parce que, en fait, on a besoin quand même de communiquer, quoi. De faire comprendre à la population qu'il y a un changement. Moi, je peux vous dire qu'avant, je reconnais qu'il y avait une faille dans la gendarmerie. Ne serait-ce que dans le recrutement, c'était dans la gendarmerie où il y avait un concours pour entrer à l'école de gendarmerie d'Ambouche. C'était en 2015 ou 2016. Où il y avait une 70aine de candidats, pas de candidats, mais de jeunes hommes et de jeunes femmes qui n'ont même pas subi le concours et qui sont admis à l'école. D'accord. Oui. Donc, il y avait la corruption, le népotisme dans la gendarmerie nationale, dans le recrutement. Et ça, on ressent les mauvaises conséquences par la suite dans la vie quotidienne après. Parce que ce sont ces gens-là qui ne sont pas affectés dans les zones rouges, qui ne veulent pas être affectés dans les zones rouges. Ce sont eux qui ont commis des bavures, extorsion de fonds, même des attaques à main armée. Parce que ils se croient être protégés par ce qu'ils les ont fait admis dans la gendarmerie nationale. Et là, on est en train de tout nettoyer. C'est malheureux de dire ça, mais l'année dernière, du mois de février 2019 jusqu'au mois de décembre 2019, il y avait 82 gendarmes qui étaient placés sous mandat de dépôt. C'est honteux quand même pour le corps. Bon, on peut dire que c'est honteux, mais pour nous, on va positiver. On va positiver comme quoi nous sommes en train de rehausser le blason de la gendarmerie nationale. Parce que là, si on dit tout le temps que la gendarmerie est pourrie alors qu'on ne prend aucune mesure, c'est qu'on est pourri avec les pourris, quoi. Et puis, vous avez perdu beaucoup de vos pères l'année dernière. Que deviennent leurs familles, leurs enfants dans tout cela? C'est vrai ça. En 2018, on avait recensé 22 gendarmes qui étaient décédés donc en cours d'affrontement avec les malfaiteurs. En 2019, Dieu merci, il n'y en avait que 9. Et cette année, on n'a pas encore recensé de gendarmes décédés. Parce qu'on a renforcé la capacité opérationnelle du gendarme par la formation, par les moyens, armement et tout. Moi, je suis particulièrement touché par ces gendarmes blessés ou morts dans l'exécution de leur service, parce que moi-même, j'étais déjà 3 fois blessé en service commandé. Vous voyez, moi, il y a des traces laissées sur mon visage, même sur mon corps, quoi. Et il y avait des moments aussi par 3 fois où un gendarme téléphonait qu'il va faire telle mission, 15 minutes après, le compte rendu, il est décédé en cours d'affrontement avec des malfaiteurs. Et le pire problème, c'est de dire à la famille que le mari qui a quitté la maison, il y a 20 minutes, il est mort. Au début, moi, j'avais eu le courage d'aller, mais après, non. J'ai dit à ma femme, j'ai dit aux épouses des gendarmes de
à régler ce problème-là. Après, c'était à partir de 2011. Moi, j'ai dit, on devrait quand même penser à ces gendarmes décédés en service commandé. Nous, on peut voir ça même à la télé, lorsqu'il y a un militaire français décédé en Afghanistan, c'est le président de la République qui est venu lui rendre hommage. Alors que ça s'était produit hors de son pays, ça n'a rien à voir avec le citoyen français apparemment. Mais ici, il est mort pour la patrie avant. Même le commandant de la brigade de la localité ne vient même pas à son enterrement. Moi, j'ai dit non, on devrait quand même honorer la mémoire de ces gendarmes-là. Et là, on avait donc créé l'orphelinat de la gendarmerie nationale. Après, dans la mesure du possible, on intègre l'épouse du gendarme en tant que personnel civil dans la gendarmerie nationale. Et lorsqu'elle a suffisamment de compétences, elle peut faire le concours d'entrée dans la gendarmerie nationale. Mais on pense quand même aussi pour l'avenir des enfants. On réserve un quota de l'ordre du concours élèves gendarmes en boost pour les enfants décédés, les enfants des gendarmes décédés en cours de service commandé. Mais pas des gendarmes qui sont décédés par maladie ou autre, mais par lors de l'exécution d'un service commandé. C'est ce que nous pouvons faire actuellement pour le moment. Moi, je remercie particulièrement déjà l'actuel président. C'était en 2013 que nous avons proposé un décret pour ce qu'on appelle les gendarmes militaires blessés ou décédés en service commandé. Donc ils obtiennent la prime de veuvage, la femme. Il obtient la grade supérieure tout de suite après, donc à titre posthume. Il a la décoration aussi à titre posthume, mais ça a continué, ça a été délaissé après la transition, et nous avons repris en 2019 le décret. On avait même amélioré le décret, on avait pensé aux gendarmes militaires blessés, aux gendarmes qui n'étaient même pas blessés, mais qui ont fait un acte de bravoure, comme j'ai expliqué tout à l'heure, qui vont bénéficier de primes de bravoure, de bonification d'ancienneté de grade. Oui, le temps passe très vite, général, mais il y a aussi la coopération quand même. Vous travaillez avec d'autres pays, échange d'expérience ou quoi d'autre encore? Ah oui. En fait, on a beaucoup de coopération avec les autres pays. Je cite en premier lieu la France, parce que c'est en France qu'il y avait pour la première fois la gendarmerie, et on se réfère toujours à la gendarmerie nationale française dans notre organisation, dans le fonctionnement de la gendarmerie nationale. Il y a la coopération française qui vient ici des coopérants. Il y a des gendarmes qui reçoivent des formations en France. Il y a des moyens que du côté de la coopération militaire française apporte à la gendarmerie nationale. Et moi, je peux dire que la coopération militaire, gendarmerie française et gendarmerie nationale malgache, c'est très adapté à notre situation. C'est très adapté. Pour les autres pays aussi, il y a des coopérations avec la Chine, avec l'Indonésie, avec l'Inde, même avec les États-Unis. C'est plus côté technologie aussi quelque part. Oh, oui, mais oui, on dit que le problème, c'est que dans ces pays-là, il y a la police. Oui. Mais pas la gendarmerie. D'accord. Donc c'est ça, c'est ce qui bloque parfois. Donc on nous considère comme des militaires, et la coopération entre plutôt dans le cadre de coopération militaire, défense opérationnelle du territoire. Mais comme vous savez, nous on est maintenant dans la phase de réforme du secteur de sécurité. On ne devrait plus concentrer nos efforts dans la défense opérationnelle du territoire. Pour la simple raison qu'avec nos moyens actuels,
on ne peut pas prétendre à vraiment défendre le territoire. Nos tanks, nos canons sont encore, ça date encore de la Deuxième Guerre mondiale. Et déjà, il y a la coopération multinationale où il y a la sécurité aussi. On peut nous aider en cas d'agression de l'extérieur. Donc, on se concentre plus à la mission de sécurité intérieure. Mais comme je vous ai dit, on pense que la gendarmerie, c'est militaire et c'est axé dans la coopération militaire pour les autres pays. Mais c'est la police qui bénéficie de la coopération avec ces pays qui n'ont pas de gendarmerie. Dites-moi, général, on entend toujours général un tel, c'est un homme, mais la femme la plus gradée à la gendarmerie porte quel grade? Là, elle est au grade de capitaine. C'est haut, ça, déjà? Oui, c'est haut. Eh bien, chers auditeurs, on était en compagnie ici du général Ravalman, qui est le numéro 1 de la gendarmerie nationale. Et merci encore à vous d'avoir accepté de nous partager ce monde de la gendarmerie malgache. Merci à vous. Merci. Émission spéciale sur Alliance 92 avec le général de corps d'armée Richard Ravalman, secrétaire d'État en charge de la gendarmerie. Ce vendredi 21 février à 18h40, rediffusion ce samedi 22 février à 11h.